Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter les opérations de pré- et de post-récollement que l'on procède au sein du service du récollement. Avant de commencer, je voulais vous présenter un peu notre service, comment on fonctionne. Nous sommes donc 5 agents au sein du service du récollement qui fait partie de la direction du soutien aux collections. On a donc pour rôle de coordonner le deuxième récollement décennal, à la fois le in situ en récupérant les données et les résultats des différentes campagnes de récollement et le récollement des dépôts qui nous occupent principalement. On coordonne également les opérations liées au post-récollement des dépôts. On veille à la rédaction des procès-verbaux et ou des rapports et on assure un rôle d'interface entre le service des musées de France principalement et les différents départements du musée du Louvre, ce qui nous permet d'avoir un seul interlocuteur entre le ministère et le musée du Louvre. Au sein de chaque département, on a ce qu'on appelle un correspondant récollement, ce qui permet de nous constituer un réseau qui prend forme sous forme de réunions, de formations, et ça nous permet aussi d'avoir un seul interlocuteur dans les départements concernant la question du récollement. Nous avons donc, nous récoltons à peu près 2 régions par an. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait 9 régions, ce qui donne un total de 15 703 biens sur les 27 085 œuvres, donc qui est notre cible des dépôts au 31 décembre 2022, puisque notre cible est révisée tous les ans. Il nous reste donc plusieurs régions à faire d'ici la fin du deuxième récollement. On est en train de faire Bretagne et Pays de la Loire à cette fin d'année et l'année prochaine. Et puis Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, qui sont des très grosses régions pour nous avec énormément de dépôts. Et également les dépôts à l'étranger qui sont plus minimes, mais tout de même qu'il ne faut pas négliger. Je voulais également vous présenter nos différents instruments de travail et les sources que nous utilisons pour préparer nos différentes missions. Notre source première, c'est ce qu'on appelle le planning des missions, le PM pour les intimes. C'est un tableau Excel qui est donc notre tableau de référence avec environ 19 colonnes, avec des colonnes de données géographiques des œuvres, des départements concernés, les personnes en J et K qui vont récoller et coordonner au sein de notre service les missions. Les différentes données type date de mission ou les commentaires scientifiques qu'on peut avoir sur des œuvres qui sont revenues au Louvre, etc. ou des nouveaux dépôts qu'il ne faut pas oublier, par exemple. Et puis après, les dernières colonnes sont donc les résultats de nos missions avec les chiffres. C'est un document qui a été constitué à partir des données du premier récollement et d'autres sources qui sont plus ou moins obscures, je dois vous l'avouer. Et donc, c'est un document qu'on met à jour tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'ouvre pas ce fichier Excel. On s'appuie également, bien sûr, sur notre base de données Museum Plus, qui est la base de données de gestion des collections du musée du Louvre. Ça nous permet principalement donc de vérifier les différents lieux de dépôt dans une ville et dans une région, puisque pour nous c'est important de ne pas oublier de ville, entre les données qu'on a sur notre fichier Excel et les données qui sont présentes dans notre base de données, et bien sûr vérifier le nombre des œuvres pour ne pas en oublier quand on se rend sur place. Alors, de par l'histoire du service, puisque en fait le service du récollement auparavant ne récoltait que les antiques, on a énormément d'archives du premier récollement dans nos bureaux, ce qui est une source très importante pour nous. Donc à la fois au centre, vous pouvez voir les rapports du premier récollement. À droite, vous avez des récollements antérieurs des années 70 généralement. Et puis à gauche, les sources premières des archives des musées nationaux, les listes d'envoi, etc., sur lesquelles on s'appuie également pour vérifier nos données. Donc ça, c'est pour les départements antiques. Et bien sûr, on complète toutes ces recherches avec les visites dans les différentes documentations des départements, les objets d'art où on va voir Thomas, voilà, les peintures ou les sculptures.
Donc concrètement, pour nous, ce qui est important, c'est donc d'établir une liste précise des œuvres pour les différents départements. On coordonne aussi la mission avec les différents départements concernés, puisque soit les conservateurs vont nous déléguer les récollements, et donc c'est une personne au service qui va se charger de faire la mission, soit les conservateurs sont aussi intéressés pour aller récoller les dépôts, et là, tout le jeu de chaises musicales et d'organisation, et donc une fois qu'on a contacté les institutions dépositaires, trouver des dates qui correspondent à la fois au mieux aux contraintes des musées dépositaires, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes que nous, à nos contraintes à nous au sein du service, et bien sûr aux différents emplois du temps des conservateurs, etc. Donc ce n'est pas toujours possible, même si c'est souhaitable, de faire une seule mission pour un déposant. On commence également en amont de la mission les recherches sur les œuvres non localisées. C'est là où on se rend dans les documentations aussi des départements. Il faut savoir que notre base de données, elle n'est pas toujours très fiable, et donc parfois on a des œuvres dont on n'a pas de photographie. Et en fait, quand on retourne au dossier d'œuvres, et ben là, c'est là qu'on trouve des photographies, ce qui permet aussi en amont de la mission d'envoyer toute documentation qui est nécessaire aux dépositaires pour chercher les œuvres non localisées au précédent récollement. Concernant l'organisation pratique de la mission, il faut savoir que nous, on n'a pas vraiment de budget alloué dans notre service. Si vous voulez, on fait au début de l'année des prévisions sur le nombre de villes qu'on est censé récoller, et donc on estime un montant, mais c'est assez difficile puisque entre les fluctuations des prix des billets de train, voilà, par exemple au mois de décembre, je suis obligée de retourner à Périgueux pour finir de récoller suite à un désistement, et on n'avait comptabilisé qu'une seule mission à l'origine. Donc pour nous, c'est pas très embêtant, parce que dans le sens où comme c'est des petits montants, on n'a jamais été interdit de partir entre guillemets, mais parfois c'est toujours un peu compliqué. Et puis bien sûr, il y a nous n'avons pas de secrétaire au sein de notre service, donc c'est nous qui organisons nos propres missions, c'est-à-dire réserver les billets de train, trouver les hôtels et négocier les prix. Alors aujourd'hui, depuis le mois de septembre, la tarification a augmenté, donc Dieu soit loué, on est très content. Mais il faut savoir qu'avant, c'était très compliqué de se loger dans une ville pour Pau, en centre-ville, pour 70 € avec le petit-déj compris, en fonction de la saison aussi, parce que mine de rien, on est soumis aux contraintes estivales ou touristiques si ça tombe pendant les vacances scolaires, etc. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous prend aussi du temps avec les différents, le secrétariat de direction, pardon, et puis les différents services financiers pour valider nos missions et expliquer aussi ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours entendable qu'on doive se rendre pendant une semaine à Marseille et puis après prendre un bus pour aller à Martigues et puis louer une voiture pour aller à une autre ville, etc. Donc c'est toujours des missions qui sont assez compliquées, mais puisque aussi nous, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de mutualiser au maximum toutes ces missions pour éviter de faire des allers-retours. Voilà, les régions Nouvelle-Aquitaine, PACA, c'est loin, donc de Paris. Pau, voilà, c'est 5 heures de train, donc faire l'aller-retour dans la journée, c'est pas possible. Donc il faut forcément louer une voiture pour aller à Roquefort ou à Aire-sur-l'Adour pour essayer de mutualiser au maximum tous nos déplacements en amont de la mission. Voilà, je voulais vous présenter deux exemples. Donc, les récollements des dépôts à Nice qui a été fait du coup par ma collègue Gaëlle. Donc, c'est quand même 6 dépositaires, 4 départements du musée du Louvre qui sont concernés et 38 œuvres à récoller. Ce n'est pas des volumes énormes, mais du fait d'avoir un nombre d'interlocuteurs divers et multipliés, si je peux dire, ça nécessite une organisation un peu plus particulière. Et donc là, la preuve en est, il n'a pas été possible de tout concaténer sur une seule mission. Donc le département des densités grecques, étrusques et romaines, qui souhaitait aller récoller ses propres dépôts, est allé à une date antérieure, je crois, à la mission de Gaëlle. Et Gaëlle a dû faire une mission sur une semaine. D'ailleurs, Gaëlle, donc j'y pense, avait enchaîné aussi avec Cannes et Antibes, donc et Menton, pardon. Et donc ça donne une mission sur 10 jours. Donc voilà, c'est toujours assez complexe à organiser, mais ça nous a permis de mutualiser plusieurs villes avec plusieurs dépositaires.
Je voulais vous parler également de Arles, du musée de l'art antique. Donc la préparation de la mission m'a permis aussi d'identifier avec Justine qui est présente dans la salle un doublon dans notre base de données, puisque notre planning d'émission et les recherches que je faisais sur notre base avaient une œuvre de différence. Donc il a fallu dépouiller ligne par ligne toutes les œuvres pour savoir, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un doublon avec évidemment 2 numéros d'inventaire différents, sinon c'était pas drôle, dans la base de données. En amont de la mission, du coup, au moment des envois des listes, c'était l'occasion de faire un point d'intention sur 4 œuvres qui avaient été sous-déposées par Arles au musée de l'archéologie méditerranéenne à Marseille en 1994, sous-dépôt qui avait d'ailleurs été accepté par le département du Louvre à l'époque. Sauf que quand je me suis rendue sur place à Marseille, une des 4 œuvres avait été sous-déposée au nouveau musée des Saintes Maries de la Mer, et le musée d'Arles n'était pas au courant. Donc c'était l'occasion aussi de faire un point d'alerte et après, en post-récollement, de régulariser la situation. On a également on a mis du temps aussi à organiser cette mission parce qu'on attendait un transfert de propriété qui, suite à des retards à la fois du côté du ministère mais aussi du côté du conseil municipal qui a été reporté à de nombreuses reprises, n'avait toujours pas eu lieu. Mais pour nous, ça faisait quand même 82 œuvres en moins à récoller. Donc, qui dit 82 œuvres en moins, dit du temps gagné pour nous et des économies, puisque ça veut dire 2 jours en moins de mission, par exemple. Donc voilà, au final, on est quand même allé récoller avant le transfert. Et on a procédé à un pointage et on a refotographié les œuvres qui allaient être transférées et qui ont été d'ailleurs transférées déjà cet été. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Gaëlle pour les opérations de post-récollement. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais me coller au post-récollement. Donc en introduction de cette deuxième partie, je voulais juste vous faire un petit rappel en fait sur la définition du post-récollement. Donc pour préparer cette intervention, je me suis replongée dans la note circulaire relative à la méthodologie du récollement des ensembles dits indénombrables et aux opérations de post-récollement des collections des musées de France. Donc cette note circulaire date de 2016. Donc, elle explique que le post-récollement est l'ensemble des opérations qui consistent, après la mission de récollement, à procéder aux mises à jour et aux régularisations nécessaires sur le statut des collections afin d'entamer les récollements ultérieurs sur la base d'une situation administrative claire, en s'appuyant sur un inventaire et des outils de gestion actualisés. Alors, bien entendu, on sait tous que cela est un idéal à atteindre, mais que la plupart des musées, le Louvre y compris, ne peuvent pas mener malheureusement l'intégralité de ces collections, ces actions de post-récollement entre 2 récollement, souvent à cause d'un manque de temps pour effectuer toutes ces actions. Donc la note circulaire détaille de façon plus ou moins claire, j'ai trouvé les différentes actions à mettre en œuvre, et donc j'ai essayé de compiler dans cette slide là que vous voyez à l'écran les différentes actions. Alors c'est pas forcément l'ordre chronologique, mais en fait je me suis calquée sur l'ordre énoncé dans l'introduction de la note circulaire, en sachant que je me suis rendu compte que l'ordre de l'introduction n'était pas forcément l'ordre énoncé dans la partie qui détaille. Donc bon, voilà, moi j'ai pris l'ordre de l'introduction, mais c'est un choix. Donc je vais pas tout vous, on va passer en revue les différentes actions et ensuite je reviendrai sur certaines actions. Donc la rédaction des PV, donc les procès-verbaux de récollement, dont Catherine vous en a déjà parlé, qui vont servir d'attestation de réalisation du récollement, et les rapports de récollement, mais je vais y revenir un peu plus précisément juste après. Donc les opérations de mise à jour de l'inventaire, l'inscription sur l'inventaire à titre rétrospectif et les radiations. Les opérations de marquage, alors je dois dire que malheureusement au musée du Louvre, on n'a pas réussi pour ce deuxième récollement décennal à mettre en place justement ces opérations de marquage pendant le récollement. Voilà, nous allons essayer de le programmer pour le 3e récollement, mais pour le 2e récollement, nous n'avons pas réussi à le faire. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà en fait, nous n'avions pas forcément les informations nécessaires suite au 1er récollement, donc c'était difficile pour nous de prévoir le temps que nous devions rajouter sur place aux missions de récollement. En sachant que vous le savez tous, le marquage c'est long, il ne suffit pas de rajouter quelques heures à une mission pour se dire qu'on va réussir à marquer toutes les œuvres, surtout quand on ne sait pas combien est-ce qu'il y a d'œuvres à marquer sur place. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que certains départements du musée du Louvre souhaitent effectuer les marquages eux-mêmes parce qu'il y a des marquages qui sont compliqués. Par exemple, le département des peintures a un pochoir spécifique pour marquer le revers des toiles et du coup, il est compliqué pour nous d'effectuer ces actions-là. Donc voilà, mais on va dire qu'on espère
que pour le 3e récollement décennal. Donc on note bien à chaque récollement toutes les œuvres qui sont à marquer pour le 3e récollement décennal. Et on a ce vœu pieux de peut-être pouvoir le programmer pour le 3e récollement décennal. Ensuite, il y a le signalement des manquants et des dépôts de plainte, dont Catherine vous a déjà parlé, mais là j'y reviendrai assez longuement. Il y a la régularisation des dépôts, avec la mise à jour des arrêtés de dépôt. Alors ça, c'est Marie, justement, qui s'en occupe en lien avec les différents départements. Il y a la mise à jour donc, de la base de données. Donc, Marie vous a montré, nous travaillons sur Muséum Plus. Donc, après la mission de récollement, nous insérons les photos de récollement et nous finalisons les notices de récollement. Ensuite, il y a la programmation des restaurations si nécessaire. Alors ici, c'est vraiment les départements du Musée du Louvre qui gèrent plus spécifiquement les dossiers de restauration. Notre service donne des préconisations et on fait remonter si jamais il y a des urgences suite à la mission de récollement. Dans ce cas-là, on fait remonter au conservateur tout de suite ces urgences-là, mais c'est vraiment les départements qui vont gérer ces questions de restauration. Et puis ensuite, il y a les opérations de transfert de propriété ou de changement d'affectation entre musées nationaux en lien avec le service des musées de France, comme le rappelait Catherine. Donc je vous propose de revenir sur une partie de ces actions, parce que évidemment, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir toutes vous les détailler, et sur la façon dont, au musée du Louvre, donc, nous traitons ces différentes actions. Alors d'abord, je voulais revenir sur le PV de récollement. Donc du coup, c'est bien, tout à l'heure, Catherine nous a montré le modèle. Voilà, vous avez là un modèle rempli. Donc là, j'ai pris le modèle d'une mission que nous avions fait à Saint-Omer avec Marie, justement. Alors en fait, nous, on a pris le modèle du SMF que Catherine vous a montré et on l'a un petit peu adapté à notre sauce, on va dire. Notre idée, c'était de pouvoir répondre à nos propres besoins, mais c'était surtout d'avoir un modèle commun à tout le musée, parce que c'était clairement pas le cas avant et c'était un petit peu embêtant. Donc dans la première page, en fait, vous avez des informations générales sur la campagne de récollement, le lieu, la date du récollement, le nom des récolteurs et les contacts des dépositaires, par exemple. Et dans la deuxième page, vous avez plutôt les chiffres du récollement. Donc ça détaille effectivement les objets vus, les manquants, l'état de conservation des biens aussi, si les objets sont exposés ou en réserve, et s'il existe des photos des biens, et si une notice a bien été créée. Alors comme l'a dit Catherine, mais j'y reviens, nous effectivement, le service des musées de France nous demande de faire un PV par dépositaire et par département du musée du Louvre. Donc autant vous dire que pour des villes comme Nice, dont on vous a montré l'exemple tout à l'heure, en fait pour une seule ville, il y aura 7 PV. Donc voilà, donc tout de suite ça peut démultiplier. Ensuite, Catherine vous a aussi parlé, on est très raccord, elle vous a aussi parlé des rapports de récollement. Alors effectivement, au musée du Louvre, notre spécificité, c'est que pour le récollement des dépôts, par rapport au récollement in situ, justement, pour la majorité des cas, on va faire ces rapports de récollement. On les fait, je disais la spécificité, c'est parce qu'on ne les fait pas, par exemple, pour le récollement in situ. Mais pour les dépôts, on trouve que c'est important parce qu'effectivement, c'est souvent des dossiers en fait complexes et en fait faire un rapport, ça nous permet vraiment d'exposer de façon plus précise, comme vous pouvez le voir avec photos et archives à l'appui, des situations compliquées et ça permet aussi de laisser une trace en fait des recherches poussées qu'on a faites et qu'on a effectuées pour chaque récollement pour les transmettre à nos successeurs et pour les transmettre pour le 3e récollement décennal. Donc effectivement, comme Catherine l'a dit, ces rapports ne sont pas obligatoires, mais voilà, nous on trouve qu'ils constituent vraiment un bon complément au PV de récollement, typiquement pour le récollement des dépôts. Donc là, je vous montre la suite de ce rapport. Donc comme vous pouvez le voir, à la fin, on met des annexes et c'est vraiment l'occasion pour nous de mettre toutes les archives qui viennent appuyer nos recherches et nos découvertes, et ça, principalement pour les œuvres manquantes. Donc ça me permet une transition toute trouvée, puisque voilà, pour notre service, c'est vraiment après le récollement et après la constatation ou la confirmation de la disparition de l'œuvre en dépôt qu'on prend vraiment le temps d'approfondir nos recherches justement pour les œuvres manquantes, pour essayer au maximum de d'éclairer les circonstances de disparition des œuvres. Alors je reviens à ma petite note circulaire de 2016. Donc si on relit cette note attentivement, il est donc marqué que le dépôt de plainte est obligatoire systématique et obligatoire pour tous les manquants. Alors j'avoue, pour le 2e récollement décennal, devant l'ampleur de la tâche et le manque de temps, au service du récollement et des dépôts, on a décidé de ne pas déposer plainte pour tous les manquants en dépôt.
Mais on a décidé en fait de réduire un peu le spectre des manquants pour lequel on va demander un dépôt de plainte et d'inclure des critères pour sélectionner les œuvres pour lesquelles on envisage donc cette action de dépôt de plainte. Alors pour l'instant, donc on a décidé de déposer plainte pour les manquants suffisamment documentés. Donc quand je dis suffisamment documentés, ça veut dire soit des manquants qui ont un visuel direct ou alors des manquants qui ont une description très précise, ou aussi des manquants qui ont un visuel, on va dire, de comparaison, mais j'y reviendrai, bon, c'est un petit peu compliqué avec les services d'investigation. On a décidé aussi de déposer plainte pour les manquants disparus récemment, parce que voilà, on trouve que c'est important, si l'œuvre a disparu entre le premier et le deuxième récollement, souvent on a une photo, donc on dépose plainte. Et ensuite, évidemment, pour tous les objets volés. Alors quand je dis objets volés, c'est-à-dire vol avec effraction. Donc pour toutes ces œuvres-là, on constitue un dossier documentaire qui va venir étayer donc notre dépôt de plainte. Alors, juste je rappelle, si on décide de ne pas déposer plainte pour tous les autres manquants, ce n'est pas un renoncement. Voilà, on préfère en fait réduire nos dépôts de plainte, mais prendre le temps vraiment de faire des recherches approfondies. Et puis on se dit aussi que c'est important de laisser du travail pour nos successeurs. On ne voudrait pas qu'ils s'ennuient. Alors donc Catherine l'a dit, mais j'y reviens. Donc sur les recommandations des services d'investigation, nous on demande, enfin le dépôt de plainte, on demande que ce soit le dépositaire qui dépose plainte. Pourquoi ? C'est aussi parce que les services d'investigation nous disent que c'est important que le dépôt de plainte soit déposé au plus proche du lieu de disparition. Donc le dernier endroit où l'œuvre a été vue. Donc en règle générale, c'est le musée dépositaire. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle on demande aux dépositaires d'aller déposer plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police, voilà, le plus proche du lieu de dépôt. Mais évidemment, si le dépositaire est défaillant, et ça nous arrive, donc c'est-à-dire qu'on demande un dépôt de plainte et 6 mois, 1 an, plus, après, le dépôt de plainte n'est toujours pas déposé. Dans ce cas-là, c'est le musée du Louvre qui finit par aller déposer plainte lui-même. Et donc nous, au Louvre, on dépose plainte à la BRB, donc la Brigade de répression du banditisme, qui est donc à Paris. Alors évidemment, je pense que c'est mieux quand c'est le dépositaire qui dépose plainte pour les enquêtes, pour ce genre de choses. Mais comme la finalité, c'est quand même d'avoir un dépôt de plainte, il vaut mieux un dépôt de plainte déposé à Paris à la BRB plutôt que pas de dépôt de plainte du tout. Alors à l'écran, oui, je ne vous l'ai pas dit, donc je vous ai mis donc un exemple d'un dossier documentaire complet. Là encore, on a pris un modèle du service des musées de France et puis on l'a aussi un petit peu adapté à notre sauce. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous transmette ce modèle, on le partage avec joie. Donc, à l'intérieur, vous avez une fiche cadre donc, qui regroupe les informations principales sur l'œuvre. Et on y adjoint différents documents. Déjà, une extraction de la notice de notre base de données, on y met des archives, des inventaires, des anciens catalogues, des visuels si on en a, et puis surtout le dernier PV de récollement du manquant qui stipule bien que l'œuvre est manquante. Donc, une fois qu'on a constitué ce dossier documentaire, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie au service des musées de France en même temps que le PV et le rapport. Et ensuite, c'est le service des musées de France qui va se charger de faire la demande officielle auprès du dépositaire voilà, pour déposer plainte en tant que représentant de l'État propriétaire du bien manquant. Alors, je reviens un petit peu sur le dépôt de plainte. C'est un peu ma thématique de prédiction, pour vous redonner un petit peu l'intérêt du dépôt de plainte, parce que c'est vrai que souvent on m'a dit oui, alors pourquoi on dépose plainte, à quoi ça sert ? Alors ça sert à plusieurs choses. Déjà, le premier intérêt du dépôt de plainte, c'est d'abord, il a un rôle pédagogique. On voit très bien que dès qu'on dit à un dépositaire qu'on va déposer plainte, tout d'un coup, il redouble d'efforts et il nous est même arrivé plusieurs fois que, du coup, on retrouve l'œuvre avant même d'avoir à déposer la plainte. Donc voilà, donc ce rôle pédagogique, il faut pas l'oublier, c'est un petit levier, on n'a pas beaucoup, donc on s'en sert. Ensuite, le deuxième rôle, il y a un rôle de signalement auprès des services d'investigation, je vais y revenir un peu juste après. Et le troisième rôle que j'ai un peu découvert un peu plus récemment, c'est qu'en fait, le dépôt de plainte, c'est aussi un outil qui va nous permettre de récupérer les œuvres manquantes plus facilement si elles ressortent sur le marché de l'art. Je ne vais pas rentrer dans ce détail parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en gros, si vous avez besoin de faire une revendication d'une œuvre qui ressort sur le marché de l'art, si vous n'avez pas de dépôt de plainte, ça va être plus compliqué. Je ne vous dis pas que si vous avez un dépôt de plainte, vous allez la récupérer tout de suite, mais si vous n'en avez pas, le chemin va être long. Alors, donc, je vous ai parlé donc, du signalement des manquants sur les bases de données des services d'investigation. Donc voilà, j'insiste vraiment, mais je pense que c'est vraiment très important dans le cadre du post-récollement de signaler les manquants parce que c'est vraiment la meilleure façon de permettre un jour leur potentielle redécouverte. Donc, je vous ai dit qu'un des buts du dépôt de plainte, c'était donc
de pouvoir être insérés dans les bases de données des services d'investigation. Donc là, je vous ai montré un peu les bases des services d'investigation. Donc vous avez TREMA, qui est donc la base de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc cette base de données, je le redis, ne contient que les œuvres d'art volées. Alors, surtout que les œuvres d'art ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte et possédant un visuel. Donc c'est-à-dire que si vous ne déposez pas plainte, vous n'irez jamais sur TREMA. Voilà. Et alors, ça c'est un autre problème, j'en ai parlé un peu tout à l'heure par rapport au visuel, c'est que jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, on arrivait à pouvoir mettre sur TREMA des œuvres qui avaient un visuel de comparaison, ce qu'on appelle un visuel de comparaison, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'œuvre, on n'a pas de photo de l'œuvre, mais on a une esquisse, une gravure, une œuvre qui ressemble, voilà. Mais aujourd'hui, les services d'investigation, surtout l'OCBC, nous dit qu'ils veulent vraiment des visuels directs parce que, après, je peux les comprendre. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur que si l'œuvre de comparaison, par exemple, est vendue, que la vente soit stoppée, alors qu'en fait, c'était pas la bonne œuvre. Donc ça réduit un peu notre spectre des possibles et du coup ça me permet de faire c'est pour ça que c'est très important de prendre des photos lors des récollements parce que sans photo, pas de bras, pas de chocolat, pas de photo, pas de dépôt de plainte, on n'arrive pas sur TREMA. Voilà. La deuxième base, c'est Psyché, donc c'est la base d'Interpol. Et il faut savoir que pour être sur Psyché, il faut d'abord être sur TREMA. En fait, c'est les objets de TREMA qui sont mis sur Psyché, et c'est à la demande de l'OCBC qu'on peut être sur Psyché. Et puis je vous ai aussi mis quand même Joconde, qui est donc sur POP, la plateforme ouverte du patrimoine du ministère de la Culture, parce que du coup là pour Joconde, il n'y a pas de critères de sélection. Tous les manquants peuvent être signalés dans Joconde, même s'ils n'ont pas de visuel et même s'ils n'ont pas de dépôt de plainte. Donc si jamais, pour nous, ça peut être aussi l'intérêt de tous les objets pour lesquels vous ne pouvez pas déposer plainte, vous pouvez quand même les signaler sur Joconde. Alors donc, pour aller plus loin dans le signalement des manquants, parce que je crois que c'est vraiment essentiel, donc j'en rajoute beaucoup de couches, je suis désolée, mais nous, au Musée du Louvre, donc, on a décidé de mettre en ligne sur Internet et de signaler une partie de ces manquants, donc à travers notre portail des collections. Donc ce portail des collections, il est en ligne depuis mars 2021, il est accessible à tous, et il présente une partie des notices d'œuvres des collections du Musée du Louvre et de celles du Musée national Eugène Delacroix. Donc je vous ai mis l'adresse collection.louvre.fr. Donc la solution qui a été choisie, même si je le conçois, elle n'est pas idéale, mais voilà, c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant, c'est donc de signaler ces manquants par l'utilisation d'une image générique avec le terme « œuvre recherchée ». Je vous ai mis l'exemple d'une notice du département des peintures. Et donc en fait, cette petite image générique, ça nous permet à la fois de signaler le caractère manquant recherché de l'œuvre sur laquelle elle apparaît, et aussi de mettre en ligne les manquants, par exemple, qui n'ont pas de visuel, en leur associant ce visuel fictif. Alors c'était important à une époque, là ça a peut-être changé, mais c'était important à une époque parce qu'on mettait justement pas en ligne toutes les notices qui n'avaient pas de photos, donc on ne pouvait pas mettre en ligne tous les manquants sans photo, mais ça va a priori bientôt changer, donc on est quand même assez content de ce petit signalement. Alors, on a parlé de manquants, je voulais aussi vous parler d'œuvres retrouvées en post-récollement. Donc je voulais vous donner un petit exemple d'une œuvre qui avait été déclarée manquante suite au 2e récollement décennal et qu'on a donc retrouvée en post-récollement, parce que je trouve que c'est un exemple assez significatif des disparitions qui peuvent se produire entre 2 récollements. Alors donc ce tableau de Pierre-Joseph Sauvage, donc, qui s'appelle La géographie et ses attributs, donc, avait été envoyé en dépôt à la mairie de Bruyères dans les Vosges en 1897. Le tableau avait ensuite été évacué de la mairie de Bruyères parce qu'il y avait eu en décembre 1999 donc une tempête qui avait touché la région. La mairie avait été touchée par la tempête et du coup, j'imagine, il y avait eu des infiltrations d'eau, donc on avait sous-déposé ce tableau avec 3 autres au musée Henri Mathieu. Donc c'est un petit musée d'art populaire qui était à Bruyères. Le tableau avait été récollé vu au premier récollement décennal donc en octobre 2001 dans le grenier du musée Henri Mathieu. Et donc j'ai organisé cette mission de récollement. Je suis donc allée à Bruyères en 2021, donc 20 ans après le premier récollement décennal. Et donc j'avais annoncé en avance ma venue donc à la fois à la mairie de Bruyères et au musée Henri Mathieu. Quand je suis arrivée, j'avais un joli petit comité d'accueil, à la fois des gens de la mairie et des gens du musée Henri Mathieu. Et donc quand je suis arrivée, on m'a tendu une lampe torche et on m'a dit, alors c'est l'escalier qui est là, il faut monter, c'est dans le grenier. Et donc ça doit être dans la première pièce à droite. Okay, donc déjà, je sentais que ça commençait bien. Je suis donc montée dans le grenier avec ma petite lampe torche et autant vous dire que c'était un grenier digne d'un film d'horreur avec des toiles d'araignée, enfin même le grenier chez vos grands-parents est certainement plus propre.
Et donc, j'avais emmené dans cette aventure ma pauvre stagiaire, et donc nous avons cherché pendant une demi-heure ce tableau dans ce grenier, où nous n'avons absolument rien trouvé, bien sûr. Donc déjà, j'étais assez énervée parce que ça faisait plusieurs semaines qu'ils savaient tous que j'allais venir, et donc je leur ai dit, mais vous n'êtes pas allés vérifier que le tableau était encore là? Et donc on m'a dit que non, que depuis 2003, personne n'était allé vérifier que ce tableau était toujours dans ce grenier. Okay. Donc déjà, ça partait bien. Donc j'ai pointé mon petit dépôt de plainte pédagogique, en leur disant qu'on avait une photo de 2001. Donc en fait, la photo qui est à gauche, c'est la photo de 2001. Donc on voit bien le magnifique papier peint de ce grenier. Oui, je suis désolée, en fait, j'aurais dû prendre des photos du grenier, mais j'avoue qu'avec la lampe torche et tout, j'ai pas pensé. Maintenant, je regrette. Donc voilà, donc je leur ai dit qu'on allait déposer plainte. Alors ils étaient outrés, évidemment, mais en même temps, voilà. Quand je suis rentrée au Louvre, j'ai commencé donc à constituer mon fameux dossier documentaire. Et en faisant justement des recherches pour ce dossier documentaire, j'ai retrouvé, mais vraiment par hasard, j'ai retrouvé un courrier de la CRDOA, donc de la Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, qui datait de 2014, qui était adressé au CNAP, donc en plus je ne sais même pas pourquoi on l'avait, parce que ça ne nous était pas adressé, et qui mentionnait justement le tableau comme localisé dans les réserves des archives de la mairie de Bruyères, parce qu'il était en fait apparemment avec les 3 autres tableaux dont je vous avais dit qu'ils avaient été déplacés, et qui étaient des tableaux du CNAP. Donc du coup j'ai contacté la mairie de Bruyères, qui est allé faire des recherches dans ses archives et qui a retrouvé un coffre, effectivement, avec un coffre avec du coup les 4 tableaux à l'intérieur. Donc tout s'est bien terminé, on a retrouvé votre tableau, mais la conclusion pour moi de cette petite exemple, c'était pour vous montrer que même en 20 ans, alors qu'il y avait des personnes que j'ai vues donc, au musée Henri Mathieu qui étaient déjà présents en 2001 au premier écolement décennal, donc les personnes n'avaient même pas changé et plus personne ne se souvenait que donc, ces tableaux, donc probablement entre 2003 et 2014, avaient été déplacés à la mairie de Bruyères. Voilà, donc, et cette expérience qui a été confortée par d'autres, en fait, m'a convaincue que quand une disparition est encore récente, donc souvent entre 2 récollements, c'est vraiment le moment où il faut redoubler d'efforts pour tout mettre en œuvre pour retrouver les traces parfois minces de ces œuvres manquantes, parce que au fur et à mesure du temps qui va passer, en fait, ces traces vont finir par s'effacer, et c'est à ce moment-là qu'on va finir effectivement par perdre totalement la trace des œuvres. Et du coup, ça me permet juste de vous rajouter une petite chose sur les œuvres retrouvées. J'ai pas fait de slide parce que j'ai pas pensé, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Depuis le début du 2e récollement décennal, on a quand même retrouvé environ 100 œuvres en dépôt. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Pardon, excusez-moi, il y a une petite dernière slide. On voulait vous parler aussi d'une autre opération de post-récollement qui est aussi importante pour nous. C'est à la suite de la mission que j'avais faite à Amiens, c'est avéré qu'il y avait eu des erreurs dans le transfert du propriété qui avait eu lieu en 2004, et donc c'était quand même l'occasion de faire un point sur ce dossier. Donc Amiens a reçu en tout 102 œuvres relevant du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. 41 avaient été vues au premier récollement décennal et 36 ont été transférées en juin 2004. Lors de ma mission en octobre dernier, 5 œuvres ont été retrouvées et nouvellement identifiées. Donc ça, c'était aussi important puisque c'est grâce aux opérations de pré-récollement, des listes et des photos que j'avais retrouvées que la conservatrice sur place a pu aussi chercher et elle réidentifier des choses. Et donc c'était bien confirmé, on a pu retrouver et réidentifier 5 œuvres. Le problème, c'est que parmi les œuvres nouvellement identifiées, certaines avaient déjà fait l'objet d'un transfert de propriété sous un autre numéro. Donc, pour vous expliquer comment c'est possible. Eh bien, en fait, pour tous les envois Campana, si vous voulez, ce sont des typologies d'objets, mais on n'a pas vraiment de description précise. Donc, par exemple, si vous regardez les Onokoé, on sait que les Onokoé du numéro 23 au numéro 27 vont toutes faire partie de cette typologie, et on a juste une étiquette avec marqué leur numéro d'envoi. Ces étiquettes, comme elles datent du 19e, vous pouvez vous en douter, elles ne sont pas souvent présentes sur les objets, ce qui peut expliquer des confusions, puisque une fois qu'on retrouve l'objet, il faut le relier à un numéro de la liste d'envoi. Donc, au premier récollement, moi j'ai retrouvé le petit lécite que vous voyez à gauche.
Donc ça, c'était pendant ma mission du deuxième récollement, qui correspond en fait au numéro 56 de la liste d'envoi. Ça, j'en suis sûre parce que ces typologies de lécite, c'est des vases à figure noire et qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc c'était forcément ce petit lécite numéro 56. Et en fait, au premier récollement, nos collègues avaient identifié ce goulot et ce goulot avec anse comme étant le numéro 56, mais il y avait quand même un doute puisque vous voyez, il y avait quand même un point d'interrogation. Donc c'est cette œuvre-là qui a été transférée. Et donc après, il y a eu un jeu de chaises musicales pour faire recoller les numéros et les objets au bon numéro de la liste d'envoi. Donc tout ça, c'est quand même assez complexe et difficile à expliquer. Il a fallu donc, pour les opérations de post-récollement, donc rédiger le rapport, mais d'une manière aussi claire possible, puisque évidemment, comme Gaëlle vous disait, on fait aussi ces rapports pour le troisième récollement et nos futurs collègues. Suite aux préconisations du SMF, il a fallu faire une lettre au directeur du musée d'Amiens pour les avertir que nous allions modifier le transfert de propriété, attendre la publication du nouveau bulletin officiel avec des modifications qui ont été validées à la fois par le département concerné mais aussi par le SMF. Ensuite, une fois que tout est publié, on a pu modifier les différentes fiches sur la base de données, puisque certaines étaient passées dans ce qu'on appelle un domaine œuvres transférées, donc qui ne font plus l'objet d'un récollement, mais qu'on avait retrouvées, donc il fallait bien les récoller. Et donc, en dernier lieu, on a pu envoyer le rapport, les procès-verbaux et l'export avec toutes les fiches de récollement des œuvres nouvellement transférées et modifiées. Voilà, c'était simplement pour vous dire que nous, ce qui était important pour nous, c'était aussi que le récollement, à la fois c'est l'occasion de retrouver des œuvres, mais c'est aussi l'occasion de clarifier des situations qui n'étaient pas forcément claires au premier récollement, ou bien grâce au deuxième récollement se sont clarifiées d'elles-mêmes, et donc d'avoir un dossier le plus propre possible, entre guillemets, pour le troisième récollement et donc nos futurs collègues. Voilà, merci de votre attention. Ah oui, je sais pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Catherine, vous pouvez retourner. On va passer au temps d'échange. S'il y a des questions sur ces deux premières interventions de la matinée, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Odile, musée d'Orsay. Juste une petite question pratique concernant les missions. Est-ce que des fois, vous faites des missions de récollement en même temps qu'il y a des convoiements avec des presses, que dans certains départements, cette possibilité a été évoquée pour justement minimiser les coûts Alors, oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui, c'est l'idée. Alors, principalement, nous, on essaie de le faire pour les récollements à l'étranger. Le problème, c'est que les convoiements, c'est souvent des temps très courts. Et il n'y a pas toujours de rab, de temps. Et donc, ça ne marche pas toujours, malheureusement. Mais là, je sais que pour Draguignan, comme il y avait une exposition à l'hôtel départemental, il manquait 4 œuvres à récoller pour les antiquités et du coup les régisseurs se sont proposés. Au final, le déménagement du musée, la réouverture a pris un peu de retard, donc ça n'a pas été possible. Mais évidemment, nous on essaie au maximum. Le problème, c'est que c'est pas toujours les mêmes équipes et c'est pas toujours possible avec les temps de convoiement et de montage d'expo qui sont toujours des temps assez courts et assez intenses. Donc voilà. Et je me permets de rajouter, on peut aussi mutualiser avec vous m'entendez ? Avec les dépôts. Là, par exemple, moi, j'ai une mission à Saumur et je sais que les départements, il y a des nouveaux dépôts. Donc, en fait, les régisseurs vont profiter du convoiement des nouveaux dépôts pour récoller les dépôts qui sont déjà sur place. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, moi, j'avais une question sur l'accessibilité des collections, notamment pour les grands formats ou les poids lourds. Au niveau du budget, en fait, qui prend en charge l'accessibilité de ces collections, s'il y a des manipulations à prévoir, si je ne sais pas. Alors, qui prend en charge ça ? En fait, ça nous est. Moi, on demande toujours quand on va récoller, par exemple pour les peintures, on demande à ce que tous les tableaux soient décrochés, parce qu'en fait, on veut voir les revers des tableaux et on veut prendre des photos.
Et c'est vrai que ça m'est arrivé récemment. Alors en règle générale, on demande juste qu'il y ait quelqu'un de l'équipe sur place qui puisse nous aider pour faire ça. Mais c'est vrai que la dernière fois, pour un grand format, on m'a dit si vous voulez effectivement qu'on décroche, il faut qu'on demande une équipe extérieure parce que c'était vraiment un très grand format. Et ils m'ont demandé qui prenait en charge justement ça. Et non, voilà, normalement c'est le dépositaire, mais parce que pour nous, clairement, on n'a pas de budget pour ce genre de problématiques. Après, pour nous, c'est aussi important d'abord la sécurité des œuvres en premier lieu, et puis les équipes sur place, c'est pas toujours possible en fait de décrocher les œuvres, et donc des fois, tant pis, on ne verra pas le revers de cette œuvre. Donc voilà, c'est aussi des choix qu'on fait. On fait en fonction des moyens de tout le monde et du temps qu'on peut y consacrer, parce que c'est vrai que quand on a des très grands formats, c'est tout de suite, comme vous le disiez, des procédures, des opérations qui sont coûteuses et plus dangereuses aussi, mine de rien, pour les œuvres, puisque toute manipulation entraîne forcément un risque. Donc nous, c'est quand même, après, si l'œuvre elle est exposée, si elle est en bon état, etc., pour nous, c'est surtout ça qui est important. Évidemment, les photos des revers. Nous, du coup, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les dépositaires. Si jamais l'œuvre part en restauration ou l'œuvre est décrochée pour X ou Y raison, là on leur dit n'oubliez pas de prendre en photo le revers et de nous envoyer les photographies. Ça c'est un peu un compromis qu'on peut trouver dans ces cas-là, quoi. Oui, d'ailleurs pour Nice, j'ai un exemple, je crois que le directeur du musée Matisse est là. J'étais allée voir la tapisserie qui était roulée au moment du récollement et du coup j'avais demandé justement quand elle a été déroulée plus tard à ce qu'on nous envoie des photos. Voilà, nous, ce qui est important, c'est effectivement de voir l'œuvre. Après, si jamais on a les photos du revers ou pour la tapisserie de l'œuvre déroulée plus tard, voilà, c'est possible, on s'arrange, enfin, ça ne pose pas de problème. Et pour rejoindre ce que tu dis, à Pau, par exemple, on avait 4 tapisseries à récoler pour le département des objets d'art et on a profité d'un chantier de restauration de toutes leurs tapisseries au château de Pau pour caler la mission parce que je savais que les tapisseries allaient être déroulées et restaurées, enfin nettoyées en tout cas. Donc là c'était vraiment l'occasion rêvée de reprendre en photo, revoir les tapisseries qui étaient roulées. Donc voilà, c'est aussi vraiment de la communication avec les dépositaires, etc. Et là pour eux, voilà, ce récollement ça a été l'occasion d'enclencher un chantier de restauration pour toutes leurs tapisseries qui étaient déjà prévues dans leur chantier de collection mais peut-être pas aussitôt. Et donc du coup voilà, ça nous a permis un peu de mutualiser ce type d'opération. Là, on parle des dépôts dans les musées, mais on a aussi les dépôts qui sont dans les administrations, les préfectures, les églises, etc. Et là, évidemment, quand on va récoler, on ne demande pas de décrocher les tableaux qui sont accrochés, qui sont hors format, accrochés dans les églises. Donc, on se contente, comme disaient Gaëlle et Marie, de ce qu'on peut voir et on fait un constat comme on peut. Et voilà. Et parfois de faire quelques acrobaties pour se rapprocher au plus près des œuvres. Mélanie Budin au musée du Louvre, donc collègue. Juste pour un petit complément, un complément et une question. Un complément sur les mutualisations. On est aussi très dépendant de votre disponibilité. Notre priorité, c'est aussi de garder des bonnes relations avec le dépositaire et de pas imposer des charges trop complexes. Donc, les mutualisations, que ce soit au moment des convoiements ou lors de l'organisation, elles dépendent vraiment de vos retours et de votre disponibilité. Parfois, si tous les départements arrivent la même semaine, c'est une charge trop lourde pour les équipes. Donc dans ces cas-là, effectivement, le SMF et la CRDOA ne sont pas très contents parce qu'on n'a pas mutualisé, mais ça s'explique par votre choix et votre préférence. Et c'est pareil pour les convoiements, on aimerait plus mutualiser, mais généralement les convoiements, les montages d'expos sont des périodes d'intense activité et c'est parfois difficile pour les équipes des musées dépositaires de pouvoir conjuguer la gestion d'un récollement et un montage d'expo, surtout que si on vient pour récoler, généralement on veut voir tous les dépôts et donc ça nécessite parfois d'aller en réserve extérieure parce que les antiques ou les œuvres non exposées sont en réserve extérieure. Donc pour nous, vraiment les bonnes relations avec le dépositaire et le fait de s'arranger en bonne entente avec le dépositaire est prioritaire par rapport aux besoins de mutualisation. C'était juste ce complément. Et alors la question, c'était la question du président qui me l'a posée. Et je me disais que ça pouvait intéresser tout le monde. Donc c'est pour Gaëlle la question sur la temporalité des dépôts de plainte. Enfin moi je connais la réponse, mais c'est pour tout le monde. Sur la temporalité des dépôts de plainte,
le fait qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite et qu'on peut le faire par exemple au 3e récollement, que c'est pas un souci. Oui. Bah, en fait, comme les œuvres sont inaliénables et imprescriptibles, et aussi parce que, enfin bon, ça, je ne vais pas y revenir maintenant parce qu'on a des petits doutes, mais en fait, nous, on est en contact assez étroit avec l'OCBC, donc on leur avait posé ces questions parce qu'effectivement, on déposait plainte souvent pour vol. Enfin, ceci dit, j'ai eu des cas récents qui montrent que finalement, ils préfèrent le dépôt de plainte pour vol. Mais bon, on déposait plainte pour vol et en fait, le vol est prescrit. Alors j'ai un trou, je sais plus, c'est 6 ans. Le vol est prescrit, voilà. Donc en fait, effectivement, nous souvent on dépose plainte après 6 ans. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on avait un peu changé le dossier documentaire que je vous ai montré à l'écran. Et on avait mis qu'on déposait plainte pour recel, parce que il n'y a pas de prescription pour le recel. Mais cependant, j'ai eu 2 exemples récents de gendarmerie qui ont préféré prendre le dépôt de plainte pour vol et pas pour recel. Donc bon, la question est ouverte. Je pense qu'il faudra que je repose la question au service d'investigation, mais effectivement, nous, on ne se soucie pas du tout de la date de disparition pour déposer plainte. Que l'objet est disparu il y a 1 an, 2 ans ou 100 ans, on dépose plainte quand même. Voilà. Ce qui va vraiment nous retenir, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt la documentation qu'on a sur l'œuvre et pas la date de disparition. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Après, de toute façon, c'est vrai que pour les vols très récents, un vol par effraction qui aurait lieu là il y a 1 an ou 2, évidemment, les conservateurs et les directeurs sur place, ils vont tout de suite déposer plainte. Voilà, là, c'est pour des disparitions anciennes qu'on a constatées au cours du récollement et dont on a retrouvé des photographies. Tout à fait. Voilà. Parce pour que les vols récents, évidemment, le dépôt de plainte doit être fait c'est automatique pour les vols. Là, vraiment, doit être fait le plus vite possible. On parlait pour des disparitions anciennes parce qu'effectivement, suite au premier récollement décennal, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres manquantes. Et il y a déjà eu des dépôts de plainte. On ne fait pas tout non plus. Il y a déjà eu des dépôts de plainte au premier récollement décennal. Mais je pense qu'il y avait tellement de travail à faire que du coup, alors parfois, il y a eu des dépôts de plainte un peu systématiques par dépositaire. Enfin, voilà, je sais que certains ministères, ou même le ministère des Affaires étrangères, ont fait des dépôts de plainte un peu globaux pour, par exemple, certaines disparitions en ambassade. Mais il y a aussi tout un pan qui n'avait pas été balayé. Donc nous, on essaye de revenir un peu dessus. Et comme je disais, on a décidé de réduire un peu le spectre des manquants. C'est juste parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas déposer plainte pour toutes les œuvres parce que, comme je vous l'ai montré, on constitue un dossier documentaire. Alors, je n'en ai pas parlé, mais un dossier documentaire comme celui que je vous ai montré à l'écran, c'est plusieurs jours de travail que là-dessus, que sur une œuvre. Donc évidemment, on ne peut pas le faire pour tous, en fait. Voilà. Vous parlez des dépôts de plainte, mais les titres de perception? Alors, comme tu le sais bien, Soisy, en fait, les musées ont fait très peu de titres de perception, voire, je ne veux pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, pas pour les musées. Non, mais même pour les autres musées, enfin, à moins qu'un musée vienne me détromper, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, en tout cas, à ma connaissance, les musées ne font pas de titres de perception. En fait, c'est vraiment le Mobilier National, le CNAP, Sèvres, c'est vraiment vous qui faites les titres de perception. Ceci dit, j'ai vu dans le rapport de récollement, le rapport de la CRDOA de cette année, que justement, ils allaient pas demander, mais en tout cas que les musées aussi allaient pouvoir faire des titres de perception. Alors il y avait une date à partir de, peut-être que Catherine, tu le sais ça? Non, je ne sais pas, je sais juste que Sophie Marek en a fait un pour un musée, mais je ne sais pas lequel. Ok, d'accord, ça sera intéressant. Le nom Tatillou, il n'y avait pas eu un titre de perception. Pour Tatillou, oui, je crois que tu as raison. En fait, pour il y a eu un oui. incendie en 2017 ou 2018 à Tatillou suite à la foudre qui est tombée, et donc nous on a eu des dépôts qui ont été détruits, et là le Louvre a fait une demande de titre de perception. Oui, c'est vrai, c'est le seul cas que mais on l'a pas encore eu parce que justement la procédure est toujours en cours, et je crois que c'est mine de rien un peu plus compliqué que ce qu'on Oui, parce croyait. qu'effectivement on était en lien avec les assurances du musée, voilà, qui nous demandaient plein de choses, et puis surtout les valeurs d'assurance des biens, en sachant que nous, avant 2006, on n'a pas trop de valeur pour les biens, c'est 1 euro symbolique, donc je crois que c'était assez compliqué de faire l'estimation. Mais je pense qu'on va peut-être s'y mettre, et ça permettra d'avoir, en plus de rôle pédagogique du dépôt de plainte, j'aurai aussi le petit titre de perception, et je suis sûre que ça marche très bien. Ça marche très bien, le titre de perception. Je me permets de demander une précision sur ce que c'est qu'un titre de perception. Alors je vois pas où est. Ah oui. Alors je sais pas. Du coup, peut-être Soisy que pourra répondre mieux que moi. Mais en gros, le titre de perception, c'est-à-dire qu'on va demander au musée dépositaire de rembourser en fait la valeur du bien.
Compensation une financière, compensation en fait. financière, mais à hauteur de la valeur de l'œuvre. Donc autant vous dire que ça fait mal au porte-monnaie. Oui, c'est difficile à estimer parce que à la fois c'est pour les disparitions anciennes, voilà, il y a des œuvres dont on n'a pas de photographie, on sait qu'elles étaient là-bas, etc. Mais c'est toujours un peu difficile de mettre un prix, surtout que généralement les valeurs d'assurance elles sont faites aujourd'hui en fonction de la date de disparition, la cote de tel artiste elle est ça, donc on va estimer que l'œuvre vaut ça, mais peut-être qu'à l'époque elle ne valait pas du tout, à l'époque de la disparition elle valait pas du tout ce montant-là. Alors je ne sais pas, Soazic, tu pourras peut-être plus nous dire, mais il me semble que pour les titres de perception, c'est la valeur la valeur actuelle de l'œuvre et pas la valeur qu'elle avait au moment ni de son envoi en dépôt ni de sa disparition. Ouais. Donc non, mais voilà, c'est pour ça qu'on disait que c'est un rôle pédagogique parce que c'est assez. C'est pas contraignant, c'est que ça fait mal au porte-monnaie, quoi. Enfin, on va le dire comme ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est prévu dans le cadre de la CRDOA et dans le cadre des actions qui peuvent être. Après, c'est pour ça que je vous disais, les musées n'en ont quasiment jamais fait. Et là, pour le coup, pour Tatiou, c'est l'assurance qui va prendre en charge du coup le remboursement de ce type, le versement de ce type de perception. Juste une question concernant la base de données sur Muséum Plus. Vous avez un module qui est donc intégré à Muséum Plus pour le récollement, donc vous avez du coup une mise à jour automatique des données. C'est pas un module annexe avec un lien supplémentaire à établir. Oui, c'est bien un module qui est lié au module œuvre et donc qui met à jour automatiquement notamment les emplacements. Ce qui est pour nous très important, donc on a 3 types entre guillemets d'emplacements. On a donc le dépositaire et un emplacement qu'on appelle actuel et un emplacement qu'on appelle permanent. Et pour nous, c'est important, notamment pour les questions des sous-dépôts. Donc, par exemple, on a récolté l'œuvre à cet emplacement actuel, donc à la mairie, mais l'emplacement permanent reste le lieu dépositaire, en fait, donc le musée des Beaux-Arts, si c'est un musée des Beaux-Arts, le dépôt a été fait au musée des Beaux-Arts à l'origine. Et tout ce qui est également dimension, présence de cadre ou pas. Oui, bien sûr. Etc. Et les inscriptions aussi au revers, etc. Donc, du coup, en temps réel, vous avez une mise à jour. Tout à fait. Ok, merci. J'ai une question plutôt pour Catherine au niveau législatif. Vous disiez que le récollement des dépôts se faisait par le déposant, mais pour tous les dépôts qui sont faits par des privés, par des collectionneurs, par des administrations, comment ça se passe ? Le récollement se fait par le déposant. Bien sûr, le dépositaire, tous les musées doivent récoller aussi toutes les œuvres qui sont dans leur musée, dans leurs établissements. Après, vous avez du récollement par délégation qui est possible, même pour les musées nationaux, où là, vous demandez aux dépositaires de récoller les œuvres qui sont chez eux et vous envoyez le procès-verbal de récollement au déposant. Et c'est le déposant qui signe le récollement. Mais bon, pour les privés, ils ne sont pas soumis à l'obligation, les privés. Mais vous, en tant que musée de France, vous êtes fortement incité à les récoller. Je travaille à Monaco, Bonjour, moi j'avais 2 questions. Une question sur le dépôt de plainte, donc plutôt avec les collègues du Louvre. Concrètement, qui c'est qui va faire le dépôt de plainte chez vous ? Est-ce que c'est vous au service du récollement ? C'est les conservateurs responsables des collections ? Comment ça se passe ? Pour les dépôts, comme j'ai dit, on demande aux dépositaires. Donc pour le coup, pour les dépôts, c'est pas nous qui le faisons, sauf si effectivement, comme j'ai dit, le dépositaire est défaillant. Et dans ce cas-là, c'est par département. En règle générale, normalement, l'idéal, c'est le directeur du département qui va déposer plainte. Mais on voit que souvent, c'est le conservateur en charge des collections qui va déposer plainte. Voilà. C'est jamais vous directement au service du récollement ? Non, ça nous est jamais arrivé. Okay. Ça pourrait, il faudrait qu'on ait une lettre officielle du directeur qui nous autorise officiellement à déposer plainte. Enfin, ça serait une délégation en fait, ça serait possible, mais pour le coup, ça s'est jamais fait. Voilà, ça s'est jamais fait. Mais en fait, voilà, après, c'est une délégation à faire. Et après, au niveau des dépositaires, c'est soit le conservateur du musée, soit le directeur du musée qui va déposer plainte. Ouais. Là, pour Marseille, c'est Luc Georget qui allait déposer plainte pour les disparitions. Voilà.
Merci. Et du coup, la deuxième question, c'était plutôt pour Catherine, je pense, savoir à quel point est-ce que le fait que les œuvres ne soient pas exposées est véritablement un frein à un dépôt ou à un renouvellement de dépôt. C'est un frein dans le cadre du Code du patrimoine, mais après, j'ai jamais vu de déposants venir. Enfin, si, le musée d'Orsay peut-être récupère le département plus ses des œuvres. antiquités égyptiennes, pré-récolement, fait rentrer toutes les œuvres qui ne sont pas exposées. Ok. Et sous ce prétexte-là. Mais bon, c'est le seul chez nous. Mais effectivement, c'est le critère qui donne. Et si ce n'est pas exposé, il fait rapatrier la partie non exposée du dépôt. Après, pour nous aussi, l'émission, c'est aussi l'occasion de discuter avec les équipes sur place. Voilà, des œuvres qui étaient en réserve déjà au premier récollement. Vous avez vu, il y a des récollements qui datent d'il y a 20 ans et que là, qui sont encore en réserve. Pour nous, c'est aussi important de savoir, est-ce que c'est exposé par roulement? Est-ce que c'est pas du tout exposé? Vous savez que vous pouvez mettre fin au dépôt aussi. Voilà, essayez de sensibiliser. Vous pouvez demander des nouveaux dépôts, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des dépôts qui correspondent au mieux aux propos scientifiques de chacun des musées et au PSC. Donc, l'occasion aussi se pose au moment du récollement si eux ils sont forcément intéressés, s'ils ne sont plus intéressés par le dépôt, voilà. Alors au niveau des coûts, j'imagine que la question va surgir. Quand c'est le déposant qui demande la fin du dépôt, c'est donc lui qui paye, et quand c'est le dépositaire, c'est à la charge du dépositaire. Donc si par exemple à la suite du récollement, le dépositaire dit on veut rendre l'œuvre, on n'est plus intéressé, donc c'est lui qui va se charger des coûts. Par contre, on a vu plusieurs fois des mutualisations de camions pour des retours d'expo, etc., pour que les œuvres rentrent au Louvre. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Ou même d'autres camions du Louvre qui passaient très proches et du coup qui sont allés faire un crochet pour récupérer les œuvres. Donc il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger, voilà. Oui, j'avais une question qui serait plutôt adressée à Catherine sur le statut des collections qui sont déposées d'une même collectivité dans deux musées distincts. Est-ce que là, on aurait plutôt affaire à des sous-dépôts ou à de la réaffectation, vu que la personne morale est la même? En musée de France, bien sûr, pas sur des administrations, ce qui sera peut-être abordé après. Écoutez, non, ce sera des dépôts. Sauf si la municipalité décide de changer l'affectation. Mais il faut un arrêté municipal à ce moment-là pour changer l'affectation, ce qui serait plus correct si les dépôts sont là sont dans tel ou tel autre musée depuis des décennies. Ce serait plus simple quand même de régulariser et régulariser à ce moment-là aussi les inventaires.